Bonjour à tous, bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, Professeur Reggie. Aujourd'hui, invité spécial. Et oui, en fait, quand je repense à ça, ça aurait dû être le premier épisode, mais on a fait ça dans le désordre, on a fait ça à la Star Wars. On a commencé ça avec les épisodes du milieu. Donc, mon invité aujourd'hui, Jerry, qui vous l'avez vu avec moi parce que c'est mon partner des autres podcasts, mais je tenais à vous le présenter. Parce que pour moi, Jerry, c'est un excellent fiscaliste, c'est une référence et bref, c'est quelqu'un de très compétent. Puis, il mérite d'être plus connu, de savoir un peu plus il est qui. Donc, on va te demander, pour les plus âgés d'entre nous, on va commencer avec ASV, comme on faisait dans le temps sur Internet. Je sais même pas à quoi tu fais référence en ce moment, je te jure. T'as pas connu ça dans le début du chat? Âge Sexville? T'as quel âge? T'as le même âge que moi? T'as pas... Caramel, ça te dit rien. Non, j'étais pas super actif sur les plateformes, IC, non. C'était quoi, ICQ, je sais pas trop quoi, les autres? Non? Pour de vrai, non, man. Oh, wow. C'était quoi, c'était MSN, Messenger? Ouais, t'avais MSN. Je demandais pas ça. Je sais pas, non, MSN, tu connaissais déjà la personne. Ça, mais bonjour. Non, mais j'étais pas vieux... sur les autres plateformes. Ça, non. À l'époque, c'était pas mon genre. Bon, ben, ça a juste pas marché d'abord ma blague, mais ASV, c'était pour... OK, anyway. Âge, c'est simple. Âge, c'est oui. Donc, non, on sera dans un plus sérieux. Jerry, dans le fond, ce que j'aimerais que tu te présentes, et que tu nous parles de ton parcours académique et professionnel. Avec plaisir. Je te laisse la parole. Parfait. Donc, Gérard, CPA, fiscaliste de formation. J'ai travaillé pendant plus que 10 ans dans les cabinets comptables d'Ivertech. J'ai commencé pour la petite histoire, dans un tout petit cabinet de sous-sol, transféré après dans un grand cabinet. J'ai commencé comme technicien comptable, ensuite j'ai été chargé de dossier, puis j'ai continué à progresser tranquillement, puis j'ai eu mon titre de CPA, fait la maîtrise en droit, option fiscalité au HEC Montréal. Puis aujourd'hui, je suis rendu à mon compte. Fait que c'est le grand sommaire rapide de mon parcours professionnel. Et pourquoi avoir été en comptabilité, fiscalité? C'est une erreur? C'est un choix de jeunesse? T'étais bon en maths, fait que t'as dit je vais aller comptable? Un mix d'un peu tout ça. J'ai toujours été... Cours de secondaire 5, à l'époque, on avait encore des cours d'économie. J'en ai eu ça aussi. Puis honnêtement, c'était un des cours qui m'a vraiment le plus accroché. J'étais bon dans beaucoup de matières, puis il y a beaucoup de trucs qui m'intéressaient. Sauf à la fin, j'avais complètement décroché de chimie puis physique. Je savais, au départ, dans ma tête, à moi, j'allais être ingénieur, mais j'ai complètement décroché chimie physique, secondaire 4 et 5. Mais le cours d'économie m'a accroché. Fait que le monde des affaires, automatiquement, j'ai fait comme « Ah, j'ai vraiment un intérêt spécial pour ça ». J'ai été au cégep faire, au départ, une technique en commerce des affaires. C'est aussi une technique en marketing. J'ai pas adoré à 100%, mais la technique sœur, c'était la technique en comptabilité. Je me suis essayé, puis là, j'ai vraiment aimé, malgré que la perspective de l'extérieur, ça peut paraître un peu moins intéressant que le marketing. Ben, c'est de l'extérieur, ça dépend. C'est les chiffres pareils, c'est toujours pertinent. Tu as décidé, comme tu l'as dit, maintenant, tu as lancé ta pratique. Tu peux la nommer pour... Fiscalité GTT. Fiscalité GTT, oui. Pourquoi avoir lancé ta pratique plutôt que d'être resté en cabinet, que ce soit petit, moyen, grand? Et j'aimerais aussi qu'on retourne sur les cabinets, parce que c'est le podcast, on s'entend, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de professionnels, des jeunes professionnels également qui nous regardent, qui nous envoient des questions, ouais, qui nous posent des questions à savoir petit, grand cabinet, lequel est le mieux et tout. J'aimerais avoir, on va y aller step by step, tu as fait les petits et les grands cabinets. Ouais. Différence entre les deux, ton expérience dans ces environnements-là. OK. Il faut mettre en contexte, là, le petit cabinet que je vais faire référence, c'était très petit. C'était vraiment un CPA qui avait sa pratique privée avec des techniciens comptables. Donc, les ressources puis les personnes avec qui j'étais en contact, c'était relativement limité. L'expérience des gens aussi était plutôt générale, tandis que dans un cabinet comptable de plus grande taille, ce que j'ai vraiment adoré, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de gens spécialisés dans plusieurs domaines qui sont excessivement compétents dans leur domaine. Donc, ça permet d'ouvrir, je ne dirais pas l'éventail de possibilités, mais vraiment ouvrir son esprit à les spécialisations, qu'est-ce que chacun d'entre eux fait, qu'est-ce qui est possible. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant dans le plus grand cabinet. Pas pour dénigrer les petits. Les petits, l'avantage, c'est comme il n'y a pas beaucoup de spécialisation, on touche un peu à tout. Donc on acquiert, je pense, le gros bon sens, si on veut. Gros bon sens des affaires relativement rapidement, sans être spécialisé. Puis ensuite, dans les grands cabinets, j'ai vraiment aimé mon expérience pour l'aspect
spécialisation, puis comprendre des concepts super pointus, là. Intéressant. Et pour quelqu'un qui, en ce moment, est aux études en comptabilité, mais c'est pas juste en comptabilité, je pense que le concept, le principe pourrait s'appliquer dans divers domaines. Quelqu'un qui sort de l'université, est-ce que tu conseilles de peut-être aller vers les petits en premier, puis ensuite vers un gros, ou d'aller vers un gros, ensuite vers un petit, ou bref, évidemment, ça dépend de chaque personnalité, il n'y a pas de recette magique, mais qu'est-ce que... Tes feelings, ton expérience, lequel tu suggères, si tu avais à conseiller un jeune Jerry? Un jeune Jerry, je pense que je lui dirais quand même de viser les grands cabinets en sortant de l'université pour acquérir une bonne éthique de travail, une bonne base, puis comprendre, puis être exposé à tout ce type de connaissances-là. Puis peut-être ensuite, si c'est important, transférer dans un plus petit cabinet ensuite pour pouvoir toucher un peu à tout. J'aime vraiment cette idée-là, maintenant, avec un peu de recul, l'idée vraiment de comprendre à la base l'éthique de travail, comment est-ce que les grands cabinets fonctionnent. Il y a vraiment un avantage marqué à être dans un grand cabinet pour ça, pour voir l'éventail de possibilités aussi. Quand on sort de l'université, des fois, on n'est pas au courant de c'est quoi la différence entre un CPA à la fin, un CPA qui se spécialise plutôt en management, un CPA qui se spécialise plutôt en fiscalité. C'était, à l'époque, très flou dans mon esprit. Quand je suis rentré en cabinet, ça a vraiment précisé un peu ma pensée ou ma perspective sur ce genre de possibilités-là. Et maintenant, tu as lancé ton cabinet. Oui. Comment ça va? Pourquoi et comment ça va? Honnêtement, vraiment bien. Commençons, deux questions là. Pourquoi? À la base, quand je suis rentré dans le monde des affaires, étrangement, je m'en allais pas du tout. Je pensais pas avoir mon CPA en premier temps. Je le regrette aucunement. Je pensais pas faire une maîtrise en fiscalité. J'aimais juste le concept de comprendre mieux sur le monde des affaires. Je voulais juste... Pour moi, c'était un monde complètement opaque, fermé. Là. C'est comme s'il y avait un écran de fumée entre moi et le monde des affaires. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je comprenais un peu ce qui se disait dans l'économie, puis en écoutant la télévision. Mais le monde des affaires, c'était comme... Comment est-ce que ça fonctionne là-dedans? C'est quoi la finance? Rien, j'avais aucune connaissance. Fait que le monde des affaires m'a toujours intéressé à la base, avant même la fiscalité, puis la comptabilité. La comptabilité particulièrement, être CPA, m'a vraiment permis d'ouvrir le rideau, de comprendre un peu toutes les fonctions de l'entreprise et tout, la formation qui vient avec en arrière, puis l'expérience, évidemment, comme ça. Mais à la fin, à force de me spécialiser, l'espèce d'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale, le vouloir un peu créer quelque chose me manquait. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai pris la décision de transférer. D'ouvrir ton cabinet. Exact. Transférer, de partir de travailler en entreprise et partir à son entreprise, c'est deux éléments complètement différents, mais ça va très bien. Et que dirais-tu que sont tes champs de compétences là où tu excelles dans ton domaine, dans le domaine de la fiscalité? Parce qu'on s'entend que la fiscalité, c'est très large. Les gens ne le savent peut-être pas, mais la fiscalité couvre beaucoup d'aspects. La fiscalité, ça touche, bien évidemment, l'impôt, on va se dire. Là, l'impôt, les particuliers, faire vos déclarations de revenus, des particuliers, des individus, des sociétés, des fiducies, des sociétés de personnes, plein de conformités fiscales. Exact. On a la réorganisation fiscale, donc quelqu'un qui vient de voir, qui veut acheter ou vendre une entreprise, quelqu'un qui veut savoir optimiser la rémunération de l'actionnaire dirigeant ou même de ses employés, intégrer des employés clés, regrouper des entreprises, séparer des divisions, s'incorporer pour les travailleurs autonomes, mettre de l'immobilier dans une société ou l'extraire de la société, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le budget, transférer à ses enfants, etc. Ça, on est dans de la réorganisation fiscale. Et il y a plein d'autres domaines. Il peut y avoir du monde qui se spécialise dans les négociations avec les administrations fiscales. Quand vous recevez un avis de cotisation, vous n'êtes pas d'accord, ou une demande de vérification. Par après, il y a aussi, même si on va du côté des avocats, ceux qui font du litige fiscal, donc ceux qui vont en cours pour défendre les contribuables. Évidemment, de l'autre côté, vous pouvez aussi aller du côté des administrations fiscales, où ce que là, vous allez faire appliquer les lois de manière neutre et équitable. Et même chose, les avocats qui vont faire du litige du domaine des administrations fiscales. Connexe à ça, il y a aussi la fiscalité municipale. D'ailleurs, on devrait avoir des invités là-dessus dans les prochains podcasts. Il y a aussi d'autres aspects de la fiscalité, que ce soit des spécialistes en agriculture, en mines, en banque, des personnes, puis de la recherche et développement, qui est un gros secteur au Canada. Il y a du monde qui se spécialise en recherche et développement, des fiscalistes qui sont spécialistes là-dedans. Ils vont travailler souvent avec des ingénieurs. Donc, la fiscalité est un domaine très, très large. C'est
impossible, puis à moins que tu me dises que toi tu le lis, Non, mais non. sinon c'est impossible d'être un spécialiste dans tout. D'ailleurs, une chose que je dis tout le temps à mes étudiants, si un jour vous rencontrez un professionnel qui vous dit qu'il est spécialiste dans toute la fiscalité, courez. Parce qu'il y a juste deux moyens d'être spécialiste dans tout en fiscalité puis de dire qu'on n'a jamais fait d'erreur. Deux moyens, soit qu'on ment, soit qu'on n'a jamais rien fait. C'est les seuls moyens. Je l'avoue candidement, j'ai déjà fait des erreurs. L'objectif, c'est d'en faire le moins possible. Quand on est en fiscalité, autre chose que je dis souvent, c'est à l'école, c'est le fun d'avoir 80%. Quand tu es en pratique, c'est 100%. Tu peux pas avoir en bas de ça. Moi, je peux pas dire à mon client comme hey, écoute, on avait pris une planification fiscale, je t'ai dit que tu allais sauver 100 000 t'en as sauvé 80 000, faut que tu payes 20 000. Hey, j'étais proche. J'étais à 80% de ce que je t'avais dit. Oublie ça. Mon client va dire non, tu m'avais dit 100, je m'attends à 100. Ouais. Fait qu'on a tous nos champs de compétences quand on est en fiscalité. Avec le temps, on se spécialise. En quoi dirais-tu, quelles sont tes grandes forces? T'en as mentionné beaucoup. On va limiter ça énormément. Vraiment beaucoup. Réorganisation corporative, définitivement un champ d'expertise là-dedans. Conformité fiscale, également. Mais je vais encore plus spécifier, pas en société publique, société privée. C'est vrai. Particulièrement, j'ai travaillé beaucoup avec des PME plutôt que des grandes entreprises. Donc, je dirais vraiment, mon affinité puis mes compétences sont vraiment axées sur ça. Fiscalité canadienne encore. Donc, TPS, TVQ, c'est pas mon champ d'expertise. Je les avais oubliés, eux. Ouais, l'international existe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une société étrangère qui vient investir au Canada, une société au Canada qui va investir à l'étranger? C'est une autre spécialité complète. Quelqu'un qui quitte le Canada, quelqu'un qui arrive, les taxes. Ça aussi, on va avoir un fiscaliste qui va venir nous parler des taxes. Ouais. Bel univers des taxes. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai oublié volontairement ou involontairement. C'est peut-être... Mais bref, ça reste que c'est un élément de notre pratique qu'il ne faut pas négliger. Jamais. On va rentrer plus général. Ouais. On en avait parlé un petit peu lors du premier podcast. La politique fiscale que tu préfères, Oui. ou plutôt, quels sont tes... De quel côté pencherais-tu au niveau politique fiscale? Quels éléments te portent à réfléchir? Mais j'ai deux... préfères-tu? T'as deux questions. Politique fiscale que je préfère, moi, c'est clairement et bêtement la DPE. Ça paraît excessivement simple comme politique C'est fiscale. quoi ça, la DPE? La déduction pour petite entreprise pour une société. Ça fait quoi, ça? Ultimement, pensez à une société au Québec spécifiquement qui a plus que 3 employés. Son taux d'imposition, normalement, est 12,2 %. Donc, c'est un taux d'imposition qui est beaucoup plus bas que si le même revenu, par exemple, est gagné par une société qui n'est pas considérée comme une petite entreprise. À ce moment-là, on est à 26,5 %. Puis, si le revenu est gagné personnellement, ça dépend de la braquette dans laquelle on est. Mais disons qu'on est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, on est clairement en haut de 40 %. Donc, la DPE, pourquoi je l'aime beaucoup, c'est qu'elle permet de réinvestir dans l'entreprise, normalement, de la faire grandir en minimisant la charge d'impôt. Donc, les profits peuvent être réinvestis dans l'entreprise à partir de ça, en minimisant la charge d'impôt pour pouvoir la faire grandir plus vite. Ça va avec mon affinité un peu de l'entrepreneuriat, puis de faire en sorte de payer le moins d'impôts possible, pas pour le fun de payer le moins d'impôts possible, pour faire grandir une entreprise le plus vite possible. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, une politique fiscale qui favorise un bas taux d'imposition pour les entrepreneurs, incorporés dans ce cas-ci, vu que la DPE, la déduction de petites entreprises s'applique seulement aux sociétés. Exact, pour faire créer la richesse, là, pour que les entreprises continuent de grandir et grandissent encore plus vite. C'est pour ça que je me suis impliqué dans le monde des affaires, puis c'est la politique qui s'enligne le mieux avec ma perspective. La DPE s'applique seulement aux sociétés. Ouais. Selon toi, point de vue équité, est-ce qu'on devrait avoir un équivalent pour les travailleurs autonomes? Ou question, est-ce que tu penses qu'ils sont désavantagés en étant travailleurs autonomes plutôt que d'être incorporés? Ça dépend parce que la plupart du temps, les travailleurs autonomes qui sont bien conseillés vont avoir un comptable ou un CPA ou un fiscaliste qui va leur dire « Incorpore-toi, c'est le temps. Dorénavant, tu vas pouvoir avoir un bénéfice. » Donc, le coût d'incorporation, le coût de maintenir une société, à mon humble avis, n'est pas excessif. Je vois pas nécessairement l'importance de complexifier encore plus les déclarations d'impôts des particuliers qui sont excessivement compliquées pour pouvoir aller bénéficier d'une DPE d'un point de vue particulier. L'outil existe, l'outil est efficace. Il y a une raison pour laquelle il est dans une société. On le sait. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas nécessaire. Un sujet de l'heure, sujet hot depuis plusieurs années, c'est pas tellement de l'heure. La fameuse conciliation travail-famille. En ayant ton cabinet, tu es entrepreneur.
Et là, je te demande une réponse honnête, pas la fameuse réponse. Je vais pas dire pas la fameuse réponse parce que ce sera peut-être ta réponse et là, c'est moi qui viens teinter ta réponse. Fait que je te demande, conciliation travail-famille, t'as décidé de lancer ton cabinet. Ouais. Dis-moi, comment ça se passe en général, conciliation travail-famille versus quand t'étais, par exemple, employé? Je pense que je mets autant, sinon plus d'heures. Ça, je suis complètement transparent par rapport à ça. C'est pas parce qu'on part en entreprise que dorénavant, par son propre cabinet, que dorénavant, life is good, pas de problème, j'ai plus de temps. Non, il y a plus d'heures à mettre, il y a énormément de tâches administratives qui viennent autour, que ce soit penser à aller trouver des mandats, parce que souvent, quand on est en entreprise, les mandats arrivent directement à nous. Là, il faut partir, parler à des gens. Donc, ça fait en sorte que la charge de travail est autant, sinon plus, que quand on a un cabinet. Par contre, l'avantage, c'est énormément de flexibilité. J'ai pas de compte à rendre. Je veux dire, si quelqu'un est malade, quelqu'un est à l'hôpital, j'y vais. Je pose pas de questions. J'avise mes clients, j'y vais. Donc ça, c'est l'avantage, c'est avoir aucun compte à rendre, pas de supervision. De ce point de vue-là, c'est positif. Aucun compte à rendre? Ben, Même pas à la maison? Oui, à la maison. Il n'y a pas un autre boss indirect, implicite? Ben oui, j'ai des comptes à rendre par rapport au temps que je dois investir à la maison, mais j'ai une super belle relation honnêtement avec ma femme, puis on se parle beaucoup, fait que ça aide dans le temps qui doit être investi. Ça pourrait être un sujet de podcast très intéressant. L'implication des conjointes pour l'entrepreneur. Ah ouais, c'est essentiel. Il faut en parler avant. Parce que on n'en parle pas beaucoup à quel point c'est une partie fondamentale, le conjoint ou la conjointe de l'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui peut s'élever et devenir ambitieux ou quoi que ce soit, et avoir une famille et ne pas avoir un conjoint ou une conjointe compréhensive qui va, oui, on va le dire, qui risque de se priver du temps ou de mettre plus de temps avec les enfants, etc., pour aller avec pour laisser l'entrepreneur plus rayonner dans ce qui le passionne. Même du point de vue financier. Là. Même du point de vue financier, parce que quand on est en entreprise, normalement, quand on veut la faire grandir, il y a plus de réinvestissement dans l'entreprise. Donc, moins d'argent qu'on sort pour la vie personnelle comparé à un salaire. Ça peut arriver dans les premières années, très souvent. Donc, c'est un sacrifice à faire en famille. Là. Mais je croyais, moi, que dans les médias, tout ce qu'on nous montre, c'est des gens qui se lancent entrepreneurs et qui deviennent riches du jour au lendemain. Puis que je pensais que c'était comme ça pour tous les entrepreneurs, non? C'est complètement faux. Peux-tu nous en parler davantage? Ben, faire grandir une entreprise nécessite beaucoup d'investissement. Personne n'arrive avec un système, des employés du jour au lendemain, puis boum, il y a des profits qui sortent. Là. Il faut être conscient qu'au départ, même si on génère des revenus comparables au salaire qu'on avait, il y a du réinvestissement à faire. Il y a des logiciels comptables à payer, il y a du conseil à payer, il y a du développement des affaires à faire, aller parler à des gens. Donc, ça coûte plus cher qu'être employé au départ. Donc, tout dépendant de notre capacité de générer du revenu au départ, qui, on ne se le cachera pas, normalement, un petit indépendant ne va jamais être capable de générer ou d'avoir l'attraction qu'un grand cabinet a. C'est impossible. D'un point de vue client, là, je veux dire, c'est complètement différent. C'est rare que quelqu'un se part en affaires puis du jour au lendemain, ça arrive. Je l'ai déjà vu là, dans les clients. Mais la plupart du temps, quand on se part en affaires au départ, le revenu est comparable, sinon un petit peu moins à ce qu'on gagnait comme salaire. Puis là, il y a plus de réinvestissement à faire, moins d'argent disponible pour payer c'est bête, là, mais payer la nourriture, payer le loyer, payer les réparations de maison. Donc, non, la plupart du temps, les entrepreneurs, quand ils commencent, en moyenne, dans l'industrie, on parle entre 3 à 5 ans là, de grosses phases d'investissement où est-ce qu'on a un peu moins d'argent qu'au départ. Et je reviens à ma question initiale, conciliation travail-famille. Comment ça se passe dans ton domaine à titre d'entrepreneur, conciliation travail-famille? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? Ou Reggie, on y pense même pas? Non, c'est réalisable. Il faut mettre ses tâches à la bonne place. Il faut être capable de dire non quand on peut. Mais je peux pas nier qu'à souper avec ses enfants tous les soirs, non, ça m'arrive pas. J'aimerais pouvoir le faire à tous les soirs de la semaine. Non. Il y a beaucoup de soirs que soit je suis sur la route, j'ai un client en train de travailler sur un mandat, peu importe c'est quoi la réalité, ça arrive. On va rentrer plus vraiment, si tu me permets, on parle beaucoup de l'aspect entrepreneurial. Ouais. On va essayer d'être concret. Allons-y. Si je te demandais, puis je vais te poser une question générale, mais au besoin, tu me demandes de préciser. Comment est-ce que parce que des fiscalistes, il y en a. Il y a des grands cabinets, il y en a qui sont solo comme toi, il y en a des middle, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont économistes, il y en a qui sont dans des bureaux comptables, avocats, économistes. Mm-hmm. Comment tu te différencies?
précise ta pensée, Reg. On peut se différencier sur plusieurs points. Fait que, allons-y. Ben, je vais rouler sur une information que tu as dit un peu plus tôt. Tu as démarré en faisant au cégep, ton premier champ d'études, c'était quelque chose qui était plus orienté sur le marketing. Oui. Dans le marketing, ça a peut-être changé, je m'excuse pour les professionnels, les experts en marketing, mais je me souviens que moi, mes cours de marketing, quand j'étais au bac, il y avait ce qu'on appelait les 5 P, qui est un élément fondamental. Donc, place, promotion, produit, personne, prix. Donc, si on se concrétise, je vais y aller un par un. Au niveau place, ça veut dire l'endroit, le local, la localisation. Comment tu différencies par rapport à cet aspect-là des autres? 100% virtuel. En ce moment, vraiment, j'opère 100% virtuel. Dans le but, justement, minimiser ma charge de loyer pour pouvoir réinvestir le plus possible dans des employés, les sous-traitants qui font engager ce genre d'éléments-là. Le but, c'est de maximiser l'argent disponible pour faire grandir l'entreprise. Donc, puis de toute manière, on est rendu dans un univers, je pense, où est-ce que on a tellement de moyens technologiques que, oui, c'est important d'aller rencontrer des clients, c'est important le face-à-face, mais on peut faire fonctionner l'entreprise la plupart du temps de manière virtuelle. Si on veut rencontrer quelqu'un, on peut louer. Il y a beaucoup d'espaces comme WeWork ou peu importe de travail. Comment ça s'appelle déjà? Le travail... c'est space sharing, mais je m'en rappelle plus. Mais bref, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'espaces partagés où on peut aller faire louer des salles, rencontrer des clients de manière ponctuelle parce que les employés, pour être franc avec toi aussi, ce que je remarque, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment toujours se rendre au bureau, être coincés dans le trafic pendant des heures et des heures. Donc, avoir une charge de loyer en partant, pour moi, dans mon plan d'affaires, ça ne faisait pas de sens parce qu'il n'y a pas tant de plus-value que ça dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Et au niveau de la promotion ou de la publicité, comment est-ce que tu fais pour te faire connaître présentement? En ce moment, c'est important de le dire aussi, il y a un manque de fiscalistes au Québec. Oui. À l'extérieur du Québec, je ne sais pas, mais au Québec, définitivement, je le vois, les cabinets nous approchent pour avoir nos étudiants très rapidement. Et ça, c'est toute université. C'est pas parce que les miens sont meilleurs que les autres, quoi que ce soit, là, que ce soit le programme de deuxième cycle à Sherbrooke ou au HEC, des excellents programmes, tout comme celui de l'ESG-UQAM. Les étudiants, tout le monde se les arrache. Même si les résultats, c'est pas les meilleurs, c'est pas grave. Est-ce que c'est quoi la fiscalité? Si tu comment faire une déclaration de revenus? Oui, parfait, je vais te le prendre. Façon de parler, il faut que l'étudiant accepte aussi. Là. Je veux dire, il y a une négociation entre les deux. Mais ça, comment tu fais l'aspect promotionnel, la publicité pour que le monde te connaisse? Parce que là, tu es à ton compte. Tu n'as pas une équipe de marketing comme les grands cabinets qui vont faire des activités de malades puis faire parler d'eux sur tous les réseaux, etc. Donc, comment fais-tu pour te promote et gérer tout ça en même temps que faire ta pratique? Vraiment, pour moi, un des meilleurs éléments, c'est mon aspect. J'aime beaucoup donner des petites formations ici et là, puis en même temps, je suis chargé de cours. Donc, ça me permet d'aller faire mon développement, mon marketing, puis de faire parler un peu plus de moi. Par exemple, donner des cours plus spécifiques à des cabinets comptables qui ont besoin de... Quand il y a eu le budget, aller leur expliquer clairement c'est quoi les impacts pour leurs clients, c'est quoi les réflexes qu'ils doivent avoir. Ce genre d'éléments-là, donner des cours à l'ordre des CPA, c'est quelque chose que je vise. Je donne déjà certains cours ou certaines conférences dans certains organismes pour permettre justement de me faire connaître de plus en plus. Puis je suis ici aussi sur le podcast, on vulgarise l'information. Ça permet de faire en sorte de se faire connaître, de voir, puis ça génère automatiquement l'attraction. Il y a déjà du monde qui m'ont contacté sur certains réseaux sociaux par rapport à tout ça, donc ça me permet vraiment de me faire connaître. Au niveau du produit, encore là, de la fiscalité, on a parlé tantôt de toutes les potentielles lignes d'affaires en fiscalité. Il y en a d'autres, j'en suis sûr. Encore là, comment est-ce que tu te différencies par rapport aux concurrents que tu as? Je ne sais pas si mes concurrents vont m'apprécier, mais à mon avis, d'un point de vue purement produit, là, si on pense aux produits, on travaille tous avec la même loi de l'impôt. On a tous les mêmes limitations, puis on travaille tous avec les mêmes règles. Je ne peux pas dire, moi, je vais vous faire sauver plus d'impôts que collègue qui a autant de compétences que moi. La plupart du temps, ils ont des formations très similaires. On est CPA, fiscaliste. On a souvent tous passé par des maîtrises en fiscalité. On connaît aussi bien l'un que l'autre la loi de l'impôt. Donc, d'un point de vue produit en tant que tel, quand vous faites affaire avec un fiscaliste, la plupart du temps, c'est le contenant qui change, plus que le contenu, parce qu'on travaille avec les mêmes limitations. Là. Et par le contenant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les individus avec lesquels vous travaillez, des fois, c'est la vitesse de réponse, l'approche, les téléphones, ce genre d'éléments-là vont changer beaucoup par rapport d'un fiscaliste à l'autre, tout dépendant du nombre de temps. J'ai l'avantage, comme je travaille seul, de pouvoir choisir mes clients, de ne pas pouvoir nécessairement être dans un environnement où est-ce que je suis obligé d'atteindre un chiffre d'affaires de X ou quoi que ce soit. Donc,
Ça, c'est déjà un avantage par rapport à ça. Donc, on change le contenant, mais le contenu, le mémo fiscal qui va sortir va se ressembler d'un fiscaliste à l'autre. On travaille tous avec les mêmes règles. Fait que, vu que le produit, une certaine partie du produit va être similaire, c'est surtout dans relation client. Exact. Justement, j'ai aimé le délai de réponse. Ouais. Surtout dans le domaine des services, pas juste la fiscalité, mais dans tout domaine de service. Quelqu'un appelle, on veut une réponse rapide. Ouais. Ou du moins un accusé de réception. Oui. Puis, fait que c'est là-dedans, dans le fond, que... OK. Et justement, délai de réponse, etc., ça amène aussi à l'autre aspect, personne. Donc, ressources, comment ça? Parce que là, t'es en solo, puis je sais que, bon, ce que souvent on va entendre, on était tous les deux dans des grands cabinets, ce qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais en tant que solo, tu peux pas être bon dans tout, comme on l'a dit. » Fait que si un client t'arrive, puis il y a une question sur les taxes, tu es en fiscalité canadienne, tu pourras pas lui répondre. S'il y a une question sur la R&D, tu pourras pas lui répondre. Donc, en étant solo, tu es limité au niveau de ton produit, au niveau de tes ressources humaines. Oui, j'ai déjà entendu ce genre de commentaires-là. La réalité est tout autre, en fait. J'ai été vraiment agréablement surpris quand je suis parti en affaires à mon compte de voir à quel point premièrement, il y a des réseaux de fiscalistes solo. C'est pas facile, mais il y a des réseaux de fiscalistes solo où on se parle, on peut se consulter, on se pose des questions, on regarde les peu importe si c'est une planification. Si c'est strictement en canadien, il y a des fiscalistes en canadien qui ça va leur faire plaisir de prendre le téléphone, discuter avec toi des risques d'un dossier, penser ou brasser des idées. D'un point de vue TPS-TVQ, il y a des fiscalistes aussi en solo en TPS-TVQ qui sont disponibles pour... qui eux-mêmes sont partis à leur compte. Donc, c'est pas quelque chose que... On travaille pas dans un créneau ou dans un isoloir. Là. On est vraiment toujours en contact avec d'autres fiscalistes, d'autres professionnels, que ce soit des avocats, des évaluateurs, peu importe. Donc, c'est... Je dirais un peu... presque un mythe qui est circulé dans certaines grandes entreprises, que c'est impossible quand on part tout seul d'avoir accès à autant de services. Mais la réalité est vraiment tout autre. Là. Et le dernier P, le plus important, le prix. Combien ça coûte un fiscaliste? Ça dépend. C'est que, ultimement, il faut comprendre que c'est une spécialisation du droit pour certains, c'est une spécialisation d'un domaine de placement pour certains. Donc, évidemment, le fait d'être dans une spécialisation, il y a beaucoup de recherches qui viennent en arrière. Donc, oui, le taux est plus élevé qu'un comptable. Ça, un comptable CPA, le taux va être plus élevé, ça coûte plus cher. Mais ce qu'on amène est comptable différent. CPA fiscaliste. Non, je vais nuancer là. Un CPA en tant que tel, si disons que vous prenez un CPA, normalement, sur le marché, il va avoir un taux plus bas qu'un fiscaliste. C'est ça, plus bas. OK, c'est ça. Fait que le fiscaliste a un taux plus élevé que... Oui, parce qu'en arrière, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de mises à jour, les lois changent sans arrêt. Donc, on fait en sorte qu'on ne peut pas avoir si on va être très mécaniquement, là, un taux de vendu ou notre nombre d'heures vendues dans la même journée est différent à cause de ce genre d'éléments-là. Il y a énormément de recherches, de lecture de ce genre d'éléments-là qui fait en sorte que déjà, à la base, on part avec moins de temps qu'on peut consacrer sur des mandats. Ça coûte plus cher, c'est spécialisé, le niveau de risque. Et j'ose pas dire plus élevé, mais le niveau de risque est élevé, là, surtout avec les transactions qu'on travaille. Et normalement, quand on parle au niveau de la facturation, je vais faire mon exemple de la construction que j'aime bien. Fait que d'habitude, quand un gars vient faire des rénovations chez vous, il y a un dépôt qui se fait un tiers au début, un tiers pendant, un tiers à la fin, tout dépendant des travaux. Des fois, c'est moitié-moitié, des fois, c'est juste à la fin. Ça dépend le lien de confiance qu'il y a. Comment ça fonctionne chez Fiscalité GTT, quelqu'un qui arrive, y a-tu des fois des dépôts, ça dépend si c'est quelqu'un qu'on connaît pas, ça dépend du mandat. Je te laisse aller, comment ça fonctionne? Au niveau de la facturation, qu'est-ce qu'il y en a exactement? Grosso modo, chez Fiscalité GTT spécifiquement, j'aime bien pouvoir faire une pré-analyse du dossier en premier. Donc, obtenir un mandat dans l'objectif de juste pré-analyser le dossier, déterminer est-ce qu'il y a vraiment un avantage à aller faire une réorganisation fiscale ou consulter un fiscaliste. Ça prend combien de temps, ça? Parce que je veux dire, tu peux pas mettre 5 heures dans un dossier. Tu sais, quelqu'un qui t'arrive, il y a 8 sociétés à examiner, puis tu le quittes. Tu pourras pas mettre 5 heures à analyser le dossier sans avoir facturé, ou c'est vraiment ça que tu fais? Ou le diagnostic est gratuit? Je veux dire, c'est comment... Le diagnostic n'est pas gratuit. On s'entend, on parle à un client, on parle un peu de son entreprise, c'est quoi ses objectifs. Ensuite, on se dit, regarde, donne-moi un budget de quelques heures, je vais pouvoir te déterminer qu'est-ce qu'il y en a. Tout dépendant de l'ampleur. Si ça me prend juste une heure faire le travail, probablement que ça va être fait dans la première rencontre. Mais si on détermine dans la première rencontre, les premiers 30 minutes de rencontre avec le client, que, oups, il y a quelque chose à faire, le travail, juste pour déterminer comment le faire, c'est quoi les options, si on voit qu'il est significatif. Mais là, je vais proposer justement... Ça prend 5 heures pour dire, écoute, je vais faire le tour de tes sociétés, je vais regarder ce qu'il y en a, puis je vais te proposer des solutions. Mais ensuite, le fait de proposer des solutions, je vais dire, donne-moi 4, 5, 6 heures. Ensuite, je vais pouvoir te revenir en te proposant des solutions, puis en voyant comment on peut travailler de manière efficace là, pour toi. OK. C'est bon.
Écoute, je pense qu'on a passé à travers la stratégie marketing mixte. Ça a bien été. Ça a très bien été. Et si j'avais à te demander ce que tu préfères et ce que tu détestes de ton travail. Ce que je préfère dans mon travail, vraiment le plus, c'est l'aspect accompagner les entrepreneurs à réaliser leurs objectifs. Ça paraît cliché un petit peu, là, mais ça, c'est vraiment mon côté entrepreneurial quand je peux aider quelqu'un à faire, regarde, mes objectifs, c'est ça, comment est-ce que je peux réinvestir dans mon entreprise, mettre ce monde-là en communication, des fois avec des bons professionnels qui vont les aider, puis les voir avoir du succès, définitivement quelque chose que j'aime. Ce que j'aime le moins, j'ai rien contre les agents qui travaillent aux autorités fiscales, mais souvent, les relations avec les autorités fiscales sont excessivement ardues, puis ça, je trouve que... Pourquoi ta voix monte quand tu parles? Ta voix a littéralement monté. Je suis émotif par rapport à ça parce que, tu vois, je compare souvent les autorités fiscales, puis ils ne voient pas ça, les agents. Avec un agent de police qui tient souvent un pistolet sur la tempe, pas d'un individu, mais de son entreprise. OK, c'est très imagé. On peut en débattre, mais souvent même, les agents ne comprennent pas très bien ce qu'ils appliquent. OK. Puis... la fiscalité, tu vas probablement être d'accord avec moi, puis tu pourrais me contredire. Pour l'instant, je n'ai rien dit, fait que je tiens à dire que je n'ai pas appuyé ou quoi que ce soit, fait que je t'écoute. La fiscalité, dans un sens, c'est premièrement basé sur le Code civil, puis on applique la loi sur le Code civil. Puis au Québec, on a une particularité. Donc, oui, à la place d'avoir le common law, le Code civil, mais en plus de ça, il y a deux lois qui s'appliquent de manière parallèle. Mm-hmm. L'impact de la détermination du traitement fiscal d'une loi et de l'autre va avoir un impact certain sur l'autre. L'impact d'une transaction selon une loi va avoir un impact sur l'autre. Okay, normalement, va avoir un impact sur l'autre. On pense à taux d'intégration. C'est l'exemple que ces temps-ci, je martèle sans arrêt, mais ça m'embête. Revenu Québec, ces temps-ci, s'attaque, je ne vais pas dire à quel domaine, mais à un certain domaine très spécifique. Ben, comme ils font. En fait, il faut savoir, les administrations fiscales ont toujours certains domaines qu'ils ciblent davantage et c'est même ouvert. Mm-hmm. On va revenir là-dessus, il va y avoir un podcast qui va être prévu là-dessus, mais par exemple, l'ARC, il y a plusieurs domaines qu'elle cible ouvertement. Oui. C'est même pas caché. Revenu Québec aussi. Revenu Québec, on peut penser... Ben, on peut en nommer. Les restaurateurs à l'époque. Quand ils ont intégré le MEF. Encore aujourd'hui, Revenu Québec cible les restaurateurs, la construction, l'immobilier, déjà là, ces trois-là, d'autres secteurs plus financiers. Le fédéral, c'est aussi les employés incorporés. Les fédérales, en ce moment, les employés qui s'incorporent, ce qu'on appelle les entreprises de prestation de services personnels, le EPSP. Il y a même un article qui est apparu dans le Globe pour ça. Au fédéral, il y a aussi évidemment autant fédéral Québec au niveau des taxes à la consommation, quand on a vu le carrousel, je pense que ça s'appelait, les entreprises qui facturent en cercle là, avec une entreprise étrangère là-dedans. C'est ça. Fait qu'au fédéral, la fédérale regarde aussi également la construction. Bref, constamment, il y a des secteurs qui sont ciblés. Exact. Moi, j'avais même un client dans une ancienne vie, quand j'étais en cabinet, que dans son nom d'entreprise, il y avait le mot construction. Mais il ne faisait pas de construction. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si, comment je pourrais dire ça, construction de... Je ne me rappelle plus quoi, là, mais c'était un item. Oui, il y avait le mot construction, mais c'était plus une fabrication. Puis la fabrication, transformation est généralement un secteur qui est très bien vu. Ouais. Mais lui, au lieu d'utiliser fabrication, il utilisait construction. Ouais. Et constamment, il y avait des vérifications. Et il y avait même un vérificateur qui lui avait dit, parce que le vérificateur rentrait puis posait plein de questions par rapport à la construction, à les relations et tout. Puis il disait, oui, mais je ne suis pas en construction en soi. J'appelle ça construction de table, mais c'est fabrication de table. Ouais. Et un vérificateur lui avait dit, si vous n'aviez pas le mot construction dans votre nom, on vous ciblerait moins. Sauf que là, le client, il était là, ça faisait 2-3 générations, fait qu'il ne voulait plus... Il ne voulait pas changer le nom, fait qu'il l'a gardé, mais c'était véritablement... on cible là, ces éléments-là. Ouais, mais bref, je te laisse poursuivre sur ton exemple. Non, mais bref, tout ce que je peux dire, là, c'est que souvent, les autorités fiscales comprennent... Puis là, j'ai eu des discussions avec les vérificateurs, ils ne comprenaient même pas qu'est-ce que ça créait de désaligner la fiscalité d'un bord plutôt. Dans ce cas-ci, on a parlé d'intégration il n'y a pas longtemps, ils ne comprenaient pas qu'en imposant le revenu d'une société dans les mains du particulier, puis que si le fédéral ne suit pas, parce qu'il est prescrit dans le cas ici, on allait complètement défaire l'intégration pour le contribuable, puis le même revenu allait être taxé 2 fois, être imposé 2 fois. Quand je leur ai amené cet élément-là, aucune compréhension, aucune manière de modéliser l'information dans leur tête. Pour moi, puis on parle pas juste des agents de première ligne, 2e et 3e ligne, je trouvais que
quand je reviens à mon exemple de policier, un policier ne comprend pas les lois qui appliquent puis l'interaction entre les lois, à mon avis, c'est dangereux. Ça, c'est ma perspective. Je tiens à dire à tous nos auditeurs et téléspectateurs policiers, j'ai jamais dit que j'acquiesçais. Fait que si jamais vous m'arrêtez sur la rue, juste vous rappeler que moi, je suis de votre bord. On l'a présenté au début, c'est lui que vous arrêtez. Pour la petite histoire, j'ai grandi dans un environnement hostile aux policiers. Probablement que ça teinte mon état d'esprit. J'ai rien contre eux. Je sais qu'ils rendent un service à la société. Disons que la plupart, on pourrait dire qu'ils comprennent quand même les lois qu'ils appliquent. Mais c'est pour ça que je dis, les policiers comprennent les lois qu'ils appliquent. Si je fais la comparaison avec les agents de certaines agences gouvernementales, je suis pas sûr que c'est le cas. Puis c'est ça qui m'embête. OK, c'est bon. Parce que tantôt, tu as dit que les policiers, qui étaient comme les policiers, qu'ils ne comprenaient pas les lois qu'ils appliquaient. Ah, mais oui, mon erreur complètement. Okay, c'est là la nuance. Je trouve que les policiers, en général, comprennent les lois qu'ils appliquent. Puis c'est normal. Je veux dire, c'est excessivement sensible. Mais de la même manière, un vérificateur devrait les comprendre aussi bien. Puis les nuances. Et selon toi, les agents des administrations fiscales ont plus de difficultés. Définitivement, parce que c'est complexe. Un manque de formation à l'interne? Oui, mais on m'a répondu que c'est pas leur job. C'est pas leur job d'aussi bien comprendre que la loi de l'impôt du Québec ou la loi sur les impôts s'applique sur le Code civil, puis les nuances que ça veut dire, puis les interactions entre les deux lois. On m'a clairement répondu ça. Moi, ça m'a fait monter, ça m'a vraiment fait monter dans les rideaux, comme on appelle. J'étais très... On va parler en bon français, émotionné, même si ça se dit pas. J'étais émotionné. Ouais, donc, la vérification fiscale en général, c'est quelque chose que j'aime moins. Puis c'est pas nécessairement la vérification fiscale en tant que telle, c'est l'interaction avec les autorités fiscales qui, des fois, en plus de ça, je pourrais en ajouter pendant longtemps. On va regarder ça, short and sweet. Je ne sais pas si nous allons garder cette question-là au montage, ou de moins, on va garder la question au montage, mais ta réponse, je ne sais pas si on va la garder. Parce qu'il faut dire qu'on ne fait pas vraiment de montage non plus. C'est pas comme ça, on ne sait pas comment faire, en fait. Non. Mais c'est... Est-ce sans la nommer, est-ce qu'une des administrations fiscales est plus difficile à gérer que l'autre? Oui. C'était une réponse rapide. Je ne te demanderai pas de te compromettre sur laquelle des deux. Non. Mais... Je ne me compromettrai pas. Une des deux. Parfait. Est-ce que ça t'inquiète si un jour on devient un pays? Je ne répondrai pas à cette question. C'est bon. Non, mais je suis pour, sérieusement, je suis pour qu'il y ait plus de fiscalistes qui travaillent dans les deux autorités fiscales, puis que les fiscalistes ne soient pas juste impliqués en tant que consultants en arrière, parce que c'est souvent leur rôle dans les autorités fiscales, mais qu'ils soient impliqués dans les vérifications de première ligne. J'avoue que ça pourrait être une solution. Faire plus de formations, peut-être avoir des formations du privé avoir des formations données par des professionnels du privé dans les administrations fiscales pour les aider à avoir les deux côtés de la médaille et qu'ils ne soient pas juste brainwash par qu'est-ce qu'on leur apprend. Mais j'aime pas trop le brainwashing. Moi, personnellement, la perspective que je préfère sur la loi de l'impôt, c'est toujours celle des juges, qui est normalement un peu plus impartiale que d'un bord ou de l'autre par rapport à c'était quoi l'intention du législateur quand une loi a été implantée. Je trouve que c'est souvent les analyses qui sont moins teintées que d'un bord ou de l'autre. Là, parce que je trouve que d'un bord, ils sont teintés quand on est du bord des autorités fiscales, puis au privé aussi, on est teinté. Puis même moi, faisant partie du privé, je sais que ma perspective sur l'interprétation de loi va être teintée, mais j'essaie souvent de revenir vers plus une approche neutre comme les juges pour bien comprendre la loi avant de commencer à l'appliquer. Ça c'est ma philosophie par rapport à l'application de la loi de l'impôt. Là. L'avenir de la fiscalité. Comment vois-tu ça dans 10 ans, maintenant, avec tous les outils, parce qu'on s'entend qu'il y a énormément de bases fiscales en fiscalité, il y a beaucoup de choses, beaucoup de modifications, beaucoup de maintenant, on voit que la loi fiscale est très influencée par qu'est-ce que le public pense. Donc, le AI est dans le domaine du droit et dans le domaine du droit fiscal, de la comptabilité. Comment vois-tu l'avenir de la fiscalité dans 5 ans, dans 10 ans? We're all doomed. Non, I'm kidding. AI, OK, t'as deux questions là. La perspective du public par rapport à la fiscalité, puis qu'est-ce que ça entraîne pour les gouvernements, puis d'autre bord, ça c'est plus l'aspect politique fiscal, puis de l'autre bord comme question, c'est vraiment plus la mécanique puis la profession de fiscaliste. Parce que tu sais, avec le AI va définitivement affecter, je pense, la profession de fiscaliste, que ce soit la manière que les autorités fiscales vont faire leur vérification avec l'implantation d'intelligence artificielle, soit pour trouver de l'information de leur bord, ou encore pour mieux analyser les éléments étranges dans les dossiers, parce que c'est traiter beaucoup d'informations, puis le AI peut les aider à traiter des informations qui accrochent un peu, puis qui fait tiquer. Ça, je pense même que c'est déjà implanté d'un bord et de l'autre, là, de chacune des autorités fiscales. Du point de vue pratique, privé, à mon avis, l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer le traitement des dossiers pour permettre aux fiscalistes de faire
qui fondent plus comme valeur ajoutée. La plupart du temps, il y a beaucoup de fiscalistes qui passent énormément de temps en arrière à rédiger des mémos fiscaux. Dans 5, 6, 7 ans, à mon avis, l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer la rédaction des mémos fiscales. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les fiscalistes? Parce qu'en ce moment, il y a des contribuables qui utilisent ChatGPT dans le but de répondre à Revenu Québec et Revenu Canada. Et ce n'est pas des bonnes réponses. Mais crois-tu que dans 5-10 ans, un contribuable va être en mesure de sauter le fiscaliste et de poser une question à ChatGPT et que juste ChatGPT, ça peut être n'importe quel autre AI, et que ChatGPT va être en mesure de lui répondre et qu'il va pouvoir prendre ça, copier-coller, envoyer ça aux administrations fiscales, dire voici mes positions. Je suis pas un spécialiste en AI, puis je sais pas ça va être quoi les limites de l'intelligence artificielle. Sauf que ce que je vis beaucoup comme expérience, puis j'écoute énormément de balados sur le sujet, parce que la technologie m'intéresse par ailleurs, l'intelligence artificielle en ce moment fait une réflexion au premier degré. Donc, elle sort de l'information sans nécessairement pouvoir faire « Attends, est-ce que je dis c'est bien? Est-ce qu'il y a un angle que je n'ai pas considéré? Est-ce que je devrais prendre en considération? Attends, dans ce genre de contexte-là, la réponse c'est ça. Mais par contre, est-ce que ça t'est arrivé ça? Parce que ça pourrait faire en sorte de teinter ma réponse. » L'intelligence artificielle va sortir une réponse. En ce moment, premièrement, elle est mauvaise. Tu lui demandes d'interpréter un jugement. La plupart du temps, la manière qu'il va interpréter le jugement, elle ne va pas être correcte. Ou que ce soit un article de loi spécifique, il ne va pas être correct. En ce moment-là, je parle de ChatGPT 4o, qui est la dernière version qu'on a, qui est la version la plus performante, a encore des problèmes juste sur l'interprétation simple de la loi. Donc, si un contribuable se fie juste à ça en ce moment, à mon avis, c'est dangereux. Ça, je tiens vraiment à le dire. Dans un futur proche, est-ce que l'information qui va être transmise est véritable et exacte? Oui. Si je comprends bien de la manière qui a été entraînée de ChatGPT, il n'y a pas beaucoup de documents fiscaux qui ont été présentement mis sur les bases de données, donc c'est normal qu'il n'est pas capable de comprendre beaucoup de nuances. Mais juste à cause du fait qu'il ne peut pas se poser des questions, puis juste ramener un point, ça dépend de l'avantage du fiscaliste, c'est là. Puis si l'intelligence artificielle se développe plus vers, sans être capable de faire une réflexion au 2e et même 3e degré, de pouvoir prendre du temps avant de répondre, de se demander les angles d'approche, à mon avis, il y a encore du travail pour les fiscalistes à cause de cette nuance-là qu'on est capable d'apporter, à cause du fait qu'on est capable de comprendre que, oui, ça pourrait s'appliquer comme ça, mais est-ce que poser les bonnes questions aux clients pour pouvoir ultimement avoir le bon output? Le output peut se faire par ChatGPT quand l'information est bien rentrée, quand la question est bien posée. Excuse-moi. C'est correct. Encore une fois, je deviens émotif. C'est correct. En 2 minutes, dernière question. Oui. Tes réflexions sur l'entrepreneuriat au Québec et dans le futur. Au Québec, comment est vu l'entrepreneuriat? Puis là, je te dirais en 2 minutes, là, pas long, mais tu peux prendre le temps que tu veux. Tu poses des questions qui sont super philosophiques. On pourrait s'asseoir, prendre un petit rhum, puis là, aller, genre, l'entrepreneuriat au Québec. On attend. Si une entreprise veut nous commanditer la petite bouteille de rhum, ça va me faire plaisir de la montrer à chaque épisode et d'en prendre un verre à la fin. Le message est lancé. Donc... par contre, je vais la tester rigoureusement. De quoi? La bouteille? Ah, ben il faut que j'approuve la bouteille, quand même. C'est sûr, on va la tester à chaque épisode. Mais donc, c'est ça. Que penses-tu? Comment est perçu l'entrepreneuriat au Québec? Et est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir là-dedans? T'as fait un petit peu allusion à l'entrepreneuriat au départ en disant on pense qu'un entrepreneur est automatiquement millionnaire. C'était un peu ce que tu disais. Ah, il y a une entreprise, il y a une société, automatiquement, il est riche. Même chose pour un immeuble. Ah, t'as un immeuble, t'es riche. T'es riche. La valeur nette, t'as aucun paiement hypothécaire. L'augmentation des taux d'intérêt t'a pas affecté du tout. Rien. Ton cash flow est positif, là. Je sais que t'es correct. T'as acheté un duplex, c'est sûr que t'es riche. Ben oui, c'est sûr et certain. T'as réussi. Non, les perspectives sont... Je trouve... Puis, tu sais, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'entrepreneuriat, puis j'ai lu des articles de journaux, j'ai pas été loin dans les études, là, que notre génération, en général, on en a beaucoup moins d'entrepreneurs que les générations passées. Je sais qu'on est dans un contexte où est-ce qu'on doit transférer les entreprises qui existent au Québec vers des nouveaux repreneurs. Je suis quand même un peu inquiet par rapport à notre fibre entrepreneuriale, mais je vois beaucoup dans la génération qui nous suit juste après, quand même une belle fibre entrepreneuriale, puis une espèce de... Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Comment ça va se transposer ensuite sur les entreprises? J'ai espoir. Je pense que c'est super. Mais dans notre génération en particulier, le fait qu'il y a moins d'entrepreneurs, moins de monde qui sont prêts à aller prendre des risques, c'est sûr, avoir un emploi, c'est plus confortable. Je suis un petit peu inquiet par rapport à l'entrepreneuriat en tant que tel des petits entrepreneurs. Est-ce que les entreprises vont continuer à exister? Oui. Est-ce que ça va être des multinationales qui vont détenir la plupart des entreprises? C'est à nous de se battre. C'est intéressant ce que tu dis, puis on pourra faire un autre podcast là-dessus, parce que j'avais lu un article, puis je pourrais le retrouver, puis en parler plus la prochaine fois, mais où justement qui disait que les nouveaux entrepreneurs de notre génération
ont beaucoup plus de difficultés. En fait, quittent l'entreprise et quittent l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas capables de gérer le stress comme nos prédécesseurs le pouvaient. Et il parlait un peu dans l'article de justement que c'était, tu sais, là, c'est un débat de société que maintenant, toute source de stress, dès que tu es enfant, plutôt que d'apprendre à gérer ton stress, on essaie d'éliminer toutes les sources de stress. Ce qui fait que quand exemple, quelqu'un qui n'a jamais vraiment été confronté à Hey, t'as échoué un examen, Hey, t'as doublé, c'est plate. Non, à ce temps, on veut tout enlever, tout ce qui pourrait te contredire ou qui se pourrait avoir d'éléments de stress, puis tu arrives en pratique, tu rentres en entrepreneuriat. Là, tu te rends compte que hey, ton client, il n'est pas prêt à juste accepter tes efforts. Il veut un résultat. Ouais. Puis que le choc était comme trop grand et que les entrepreneurs, malheureusement, de nos jours, ne savent plus comment gérer un stress, comment gérer une demande de client, comment gérer un client difficile qui veut gérer tout. Bref, j'ai lu l'article, ça fait longtemps, puis je veux pas trop en parler parce que je veux pas non plus le déformer, mais je vais même me préparer pour qu'on va aborder ce sujet-là. J'aimerais quand même dire que je suis quand même nuancé. Là, j'aime pas... Des fois, on idéalise presque les générations avant nous. Là. Des fois, je suis pas en train d'idéaliser. Idéaliser. La génération avant nous. Et, je disais, dans le premier podcast, je disais qu'il aurait dû augmenter la RRQ bien avant, puis ils l'ont pas fait. Mais je suis pas du tout en train de les idéaliser. Non, c'est pas vraiment... Je les idéalise pas. Non, je parlais plus de comment est-ce qu'en ce moment... La gestion du stress. La gestion de la pression. Du stress, ouais. La pression, exactement le bon terme, la pression, que maintenant, on enlève tout. Mais quand tu arrives dans le domaine entrepreneurial... Tu le sais, tu l'as vécu. Il y a pas... Des fois, tu as des cadeaux, tant mieux. Mais en général, il n'y a pas de cadeau. C'est de la concurrence, puis c'est celui qui c'est pas... Le monde ne va pas... C'est correct. C'est ça. Ben c'est correct. Ouais, c'est comme ça si tu n'es pas habitué, si tu n'as jamais eu d'adversité, puis qu'on t'a tout le temps ouvert le chemin, puis qu'on t'a jamais dit comme hey, ça marche pas, ben t'arrives en pratique, puis tu as un reality check solide quand tu rentres en entrepreneuriat. Mais Jerry, je te remercie. Ça fut très instructif. Plaisir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi à connaître Jerry. Donc, l'épisode d'aujourd'hui se termine comme ça. Je vous souhaite bonne journée et au plaisir de vous voir au prochain épisode.